Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Vous écoutez le podcast avec un K, le podcast du DFI qui vous parle de politique allemande. Il y a 4 ans, au moment de son entrée fracassante au Bundestag, le parti Alternative pour l'Allemagne avait promis de traquer Merkel et de la chasser du pouvoir. Mais la crise du Covid a révélé les dérives conspirationnistes de l'AfD et son flirt assumé avec les milieux néo-nazis. Face à la radicalisation du parti, le groupe parlementaire s'est fissuré. Entre 10 et 12% dans les sondages actuellement, l'extrême droite n'est pourtant pas à négliger dans ces élections, car elle a marqué au fer rouge, et même dans le sang, la fin des années Merkel. Bonjour, alors oui, c'est vrai, pour cet épisode, nous bouleversons un peu l'ordre des sondages, car l'Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, n'est pas la 4e force du pays actuellement. Les libéraux du FDP sont plus forts dans les intentions de vote, mais comme en majorité vous nous écoutez depuis la France, où l'extrême droite est au cœur du débat politique, il nous a semblé important de vous proposer dès aujourd'hui cet épisode pour faire le point sur la situation en Allemagne. Et avec moi pour en discuter, il y a le directeur adjoint de l'Institut franco-allemand, le DFI, Stefan Seidendorf. Bonjour Stefan. Bonjour, allô Hélène. Alors l'extrême droite, évidemment, ce n'est pas une nouveauté en Allemagne. On ne va pas remonter jusqu'au nazisme, mais il faut rappeler que depuis des années, des décennies même, il y a ici une nébuleuse raciste, antisémite, radicale. Ce sont des micro-partis, des groupuscules néo-nazis, des associations identitaires sur tout le territoire, pas seulement à l'Est, comme on pourrait souvent le penser. Mais pour l'instant, un seul parti a réussi à s'imposer dans le débat national, et ce parti, c'est l'AfD. Quand l'AfD rentre au Bundestag en 2017, il y a 4 ans. Est-ce que c'est un moment de bascule dans la vie politique allemande, Stefan ? Oui, ça a commencé en vérité déjà un peu avant, puisque l'AfD, elle n'est pas née de nulle part, elle n'est pas arrivée de nulle part. Elle était déjà présente dans un certain nombre de régions, de Länder, et s'était construite soigneusement, méticuleusement, à travers un maillage de tout le territoire, pour arriver en 2017 au Bundestag. Les premiers succès de ce parti, ce n'était pas sur les thèmes de l'extrême droite. Il trouve ses origines dans cette période du sauvetage de la Grèce, de la crise de l'euro. Et c'était en 2013, hein ? Voilà. Quelques notables, des professeurs d'économie, d'une élite conservateur néolibérale qui contestait la politique de Angela Merkel et de son gouvernement avec le grand reproche que le peuple allemand, il a été trahi puisqu'on avait toujours parlé que l'euro n'impliquerait pas une union des transferts. Ce thème de la trahison est extrêmement important, on le reverra après parce que c'est vraiment réutilisé au moment de la crise migratoire de 2015-2016 pour attaquer Merkel. On va juste revenir sur cette question de l'Europe parce qu'elle est fondamentale. L'AfD, dans cette campagne électorale de 2021, est le seul parti qui a mis dans son programme un Dexit, c'est-à-dire une sortie de l'Allemagne, de la zone euro et même carrément de l'Europe. Voilà, et donc c'est sur cette radicalité que le parti se positionne depuis quelque temps déjà. En gros, on espère, si on les suit, recréer quelque chose de mieux, une Europe des patries qu'on attribue à De Gaulle, alors qu'il n'a jamais parlé de patrie, mais d'une Europe des nations. Écoutez à ce sujet Norbert Kleinwächter, il est député AfD, 4e actuellement sur la liste électorale dans le Brandebourg. Il est au micro de David Philippot. L'AfD n'a pas un programme aussi social ou socialiste que le Rassemblement national. Nous critiquons beaucoup, en fait, le système de l'Union européenne, parce que l'Allemagne paye beaucoup d'argent. Ce sont des centaines de milliards que nous payons pour le système de l'Union européenne. La France profite du fait que, en fait, le système euro aide à financer le budget français qui est déficitaire et le fait que la Banque centrale européenne imprime de l'argent tout le temps pour financer les États. C'est pour ça que le Rassemblement dit bon, oui, on peut rester, on peut profiter de ça, mais pour nous les Allemands, c'est un véritable problème. Et donc nous proposons de quitter l'Union européenne. Voici donc une première différence de taille entre l'AfD et le Rassemblement national. Revenir au Deutschmark, revenir d'une façon générale à une Allemagne normale, c'est le titre du programme de l'AfD pour ces législatives. Et cela passe évidemment par une Allemagne sans immigrés, car
le moment où ce parti décolle vraiment partout dans le pays, c'est 2015-2016, pendant la crise migratoire. Là, vraiment, on peut dire que l'AfD devient un parti d'extrême droite classique, anti-migrant, hostile à l'islam. D'ailleurs, parallèlement à l'essor de l'AfD, il y a aussi le mouvement Pegida, le mouvement des patriotes contre l'islamisation de l'Occident, surtout dans l'est de l'Allemagne, qui organise des marches tous les lundis, des marches où l'on montre Merkel au bout d'une potence. Le slogan dit clairement « Merkel nous a trahis, Merkel doit partir ». Oui, cette trahison des élites de l'AfD reproche au gouvernement d'Angela Merkel, mais en gros à toute la classe politique. Ça fonctionne plutôt bien dans une certaine couche de l'électorat. Et c'est très intéressant de voir comment il se positionne sur ce sujet d'une Allemagne normale et d'un retour à la normalité. Évidemment, cette normalité, elle n'a jamais existé nulle part, et surtout pas en Allemagne. On fait campagne contre l'immigration, on fait campagne contre un certain nombre de sujets de prédilection de la gauche, l'émancipation des femmes, l'émancipation des homosexuels, de toutes les minorités, ce serait pas normal. La situation en Afghanistan, fin août, donc à un mois avant les élections, a remis sur le devant de la scène ces questions migratoires, la question de l'asile, la question centrale des réfugiés. Est-ce que là, il y a eu un tournant dans la campagne ? Est-ce que l'AfD essaye de relancer cette question, de relancer les peurs ? Alors, en tout cas, on a pu voir comment les autres partis avaient peur que l'AfD puisse mettre la main sur ce sujet. Donc, ils se dépêchaient, le SPD, le CDU, tous les deux, à expliquer qu'on n'allait pas revenir en arrière en 2015, qu'il n'y avait pas à avoir une vague d'immigration mal gérée. Oui, par exemple, Armin Laschet, qui a toujours soutenu Merkel à l'époque, mais pour qui maintenant 2015 ne doit pas se reproduire. 2015 darf sich nicht wiederholen. Le sujet n'a pas vraiment pris dans la campagne, mais peut-être aussi puisque jusqu'ici il n'y a pas de signe qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui arrivent d'Afghanistan et que du coup il n'y a pas beaucoup de marge à l'AfD sur ce sujet-là. D'une manière générale, on se souvient évidemment de la phrase d'Angela Merkel « Wir schaffen das ». Est-ce que l'Allemagne a réussi son pari d'accueil des réfugiés ? Et franchement, si on parle avec les Allemands, si on regarde les sondages, les sujets qui les intéressent, qui les intriguent pour la campagne, ce n'est plus un sujet très important qui apparaît parmi les premiers sujets d'interrogation dans cette campagne. Donc, on peut dire qu'Angela Merkel, elle a eu raison, wir haben das geschafft, nous l'avons réussi. Mais évidemment, pour un parti comme l'AfD, ça reste leur fonds de commerce, c'est ce sujet-là qu'ils mettent en avant et puis déconnecté en quelque sorte de la réalité, puisqu'il y a relativement peu de personnes issues de l'immigration qui habitent dans les régions de l'Allemagne de l'Est où l'AfD a ses meilleurs scores. Par rapport à la France, on peut se dire 10-12% pour l'AfD dans les sondages, c'est peu. Ça serait faux de le penser puisqu'ils sont représentés dans tous les parlements régionaux, présents au Bundestag. Et la simple présence d'élus de l'AfD dans ces enceintes a vraiment changé la donne dans le débat public. On a vraiment constaté un changement dans la parole. On s'autorise désormais des mots qui semblaient impossibles. Oui. L'AfD est le plus grand parti d'opposition au Parlement. Donc, ça leur confère un certain nombre de droits en temps de parole. Ça leur laisse la place pour se présenter et pour, pas dominer, mais influencer le débat. Ensuite, il y a tout un nombre de glissements sémantiques qui ont été introduits par ce parti, qui en permanence cherchent la provocation, cherchent jusqu'où il peut aller pour avoir l'attention médiatique, assez souvent rappelé à l'ordre par le président du Parlement, Schäuble. Un certain nombre des cadres du parti ont été condamnés déjà pour leurs propos, incitation à la haine raciale. La législation allemande est assez stricte là-dessus. C'est évidemment une tactique de ce parti pour ensuite dire mais voilà, on ne peut pas tout dire. Et puis il y a une partie des électeurs qui se retrouvent dans ce discours et qui sont prêts à suivre l'AfD sur ce terrain-là. C'est vraiment une différence majeure avec le Rassemblement national aujourd'hui en France.
L'AfD ne cherche pas de dédiabolisation. Au contraire, elle se sent presque encouragée à durcir son discours. Ça, c'est notamment très visible à l'Est, où c'est l'aile la plus radicale, l'aile nationale identitaire de ce parti qui a pris le dessus et qui assume clairement son flirt même avec les néo-nazis. Son leader, c'est Björn Höcke, qui est le chef de l'AfD en Thuringe. Et l'an dernier, un tribunal a officiellement reconnu qu'on pouvait dire que Björn Höcke était un fasciste parce que les mots qu'il utilisait sont des mots fascistes. Des mots évidemment qui glacent le sang des survivants des persécutions nazies, comme Charlotte Knobloch, l'ancienne présidente du Conseil des Juifs d'Allemagne, que j'avais interrogée il y a quelques années à propos de la montée de l'antisémitisme en Allemagne. Ce que nous vivons actuellement est vraiment le résultat de ce que ce parti a porté sur le devant de la scène dans le débat public. Absolument. Des mots sont devenus acceptables, des tabous ont été brisés, et c'est à cause des représentants de ce parti. Malheureusement, ce ne sont pas des personnes isolées, les cas sont nombreux. La haine des Juifs, l'antisémitisme pur qui règne et s'exprime dans ce parti m'inquiète terriblement. J'ai vécu pendant le nazisme et le mot juif était alors une insulte et, mon Dieu, voilà que nous entendons de nouveau ces paroles. Une réaction, Stéphane ? Aujourd'hui, le parti, il semble dominé par un mouvement qu'on peut qualifier de néofasciste, qui est clairement une nouveauté et c'est très radical de dire ça dans le contexte allemand, évidemment, et ça fait froid dans le dos. On reste surpris avec quelle liberté de parole et quelle franchise il se positionne sur un nationalisme ethnique et racial en partie, et comment ça peut fonctionner dans le débat allemand où de tels arguments étaient absents pendant de longues décennies. Alors on l'a vu notamment en marge de manifestations en Saxe, par exemple, à Chemnitz, à Plauen, à Bautzen. Ce sont des fiefs de l'extrême droite ici. Parfois, le parti AfD fait 40%. Et puis, à côté de l'AfD, il y a des groupes plus petits comme Troisième Voie ou NPD qui, eux, arrivent encore à engranger 4-5%. Pour contrer ce phénomène, la CDU a aussi durci son discours. On l'a vu aussi en France chez les Républicains. Certains conservateurs vont même maintenant, ici en Allemagne, pêcher dans les eaux de l'AfD. Ils se retrouvent notamment au sein d'un mouvement interne à la CDU qui s'appelle la Werte Union, l'Union des valeurs. Cette Werte Union a quelques candidats pour ces élections et au regard de leurs tweets, de leur dernière prise de parole, c'est vraiment à se demander s'ils sont encore à la CDU ou déjà à l'AfD, non ? Souvenez-nous, Merkel, a réussi à faire passer auprès de son parti le mariage pour tous, l'adoption, la sortie du nucléaire, la réforme du code de la nationalité. Évidemment, la question de l'accueil des réfugiés en 2015, tout ça, c'était des éléments très difficiles pour la frange droite, très à droite, conservateur, national-conservateur de l'électorat allemand. La CDU, elle cherche tous les moyens, pas tous les moyens, de récupérer ses électeurs, notamment en Allemagne de l'Est, où le CDU avait réussi à plutôt bien s'implanter après la chute du mur, gagner un certain nombre des Landes. On voit aujourd'hui que l'AfD, il est parfois même devant le CDU, et c'est leur concurrent principal. Alors après le glissement dans la parole, la fin des tabous, on a assisté au cours des 4 dernières années à une augmentation de la violence d'extrême droite, une augmentation des crimes, des délits racistes, antisémites, mais il y a eu aussi l'attaque de la synagogue de Halle il y a 2 ans, quelques mois auparavant l'assassinat, l'exécution même de Walter Lübcke, le préfet de Kassel, membre de la CDU, un homme qui s'était engagé en faveur de l'accueil des migrants et qui a été abattu chez lui de 2 balles dans la tête. Il faut aussi citer Hanau en février 2020, cette fusillade dans des bars à chicha qui a fait 9 morts, des gens tués juste parce qu'ils étaient des étrangers aux yeux de leur assassin. Ces dernières années, l'Allemagne a réalisé, au-delà de la présence de l'AfD dans les parlements, que cette nébuleuse raciste néo-nazie était en fait beaucoup plus organisée qu'elle ne le croyait. Est-ce que c'est un point qui est utilisé contre l'AfD par les autres partis politiques dans cette campagne, Stéphane ? Bizarrement, c'est un blind spot, c'est quelque chose dont on parle très peu ou pas du tout. Alors là, il faut éviter l'amalgame, c'est pas l'AfD en tant que parti qui a commis des attentats ou des crimes, mais c'est des gens proches du parti et qui, à côté, s'engagent dans des formes plus extrêmes, plus radicales d'un terrorisme d'extrême droite qu'on n'avait pas connu en Allemagne depuis les années 50. Donc là, c'est quelque chose qui
s'est accumulé petit à petit par des petits actes, des faits divers ou considérés comme des faits divers dans les années 90 déjà. Puis ces mouvements, ces groupuscules, ils sont relativement rapidement réussi à se structurer et apparemment ils ont une longueur d'avance. Et ce qui est intéressant, c'est que même le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, qui était longtemps à la tête du CSU et qui était considéré comme quelqu'un de très à droite aussi quand il fallait, avance aujourd'hui que la menace principal, c'est pas l'islamisme, c'est pas le terrorisme de l'extrême gauche, mais l'extrême droite. Là, il a clairement fait le point que les renseignements généraux, les services, ils indiquent que la menace principale, elle vient aujourd'hui de l'extrême droite. Et il faut le rappeler, Horst Seehofer, au moment de la crise des réfugiés, c'était vraiment le porte-drapeau des anti-Merkel au sein des conservateurs. On se souvient ici notamment de ce moment assez stupéfiant. Lors d'une conférence de presse, il s'était réjoui de l'expulsion d'Afghans à l'occasion de son anniversaire. Alors, une autre grande différence entre l'AfD et le Rassemblement national, c'est qu'au moment de la crise sanitaire, l'AfD a épouser très rapidement les thèses les plus complotistes, refusant par exemple le port du masque, comme ce député qui est monté à la tribune du Bundestag avec un bout de tissu en résille sur le visage. Sie haben ein löchriges Tuch, das ist keine Maske. Et là, on entend la vice-présidente du Parlement, Claudia Roth, qui le reprend. Elle lui tend un masque FFP2. Ich nehme jetzt hier den Stift, damit ich es nicht berühre. Mais pour lui, c'est, dit-il, une muselière. Et ironie de l'histoire, cet homme était 2 semaines plus tard en soins intensifs à cause d'une forme grave du Covid. Et il y a eu d'autres attitudes aussi irresponsables de la part de députés qui ont appelé ouvertement à ne pas respecter les gestes barrières, à aller rendre visite aux personnes âgées au moment de la deuxième vague qui a très durement frappé l'Allemagne l'hiver dernier. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on pouvait juxtaposer la carte du virus et celle du vote AfD. Est-ce que ça peut avoir une influence sur les élections ? En quelque sorte, ils ont tellement fait dans la provocation et dans l'outrance pendant ces 4 années que les détails, on a déjà tendance à l'oublier. Aujourd'hui, on a des prédictions que la 4e vague du virus aura lieu en Allemagne de l'Est, dans les fiefs de l'AfD, où le pourcentage des gens qui refusent de se faire vacciner est plus grand que dans la plupart des autres régions en Allemagne. Car l'Allemagne a un mouvement anti-vaccin bien plus ancien que celui qu'on a vu apparaître cet été en France d'ailleurs. En réalité, c'est un mouvement anti-masque qui a commencé à manifester dès le mois d'avril 2020 avec des gens qui refusaient absolument toutes les mesures de restriction sanitaire. Ils s'appellent eux-mêmes les Querdenker, les libres penseurs, et à leur côté, dès le début, il y a eu des élus de l'AfD, pas gênés visiblement par le discours sur une prétendue grande manipulation mondiale orchestrée par des élites judéo-maçonniques qui voudraient imposer une dictature. Et dans son programme, l'AfD reprend en grande partie leurs revendications. Pourquoi ? Nous avons très peu de données sociologiques pour le moment sur la composition de ces mouvements. C'était une tentative de se rapprocher de ces milieux un peu dépolitisés qui ne se retrouvent plus dans les partis établis dans le débat démocratique et qui sont très sceptiques contre tout le système démocratique politique, avec l'espoir de grappiller quelques voix, avec tous les arguments qu'ils trouvent. Ça peut être anti-immigration s'il faut, ça peut être démocratie directe, pouvoir au peuple s'il le faut, et ils cherchent aussi à se positionner comme un mouvement protestataire et populiste, et c'est un peu un mélange de genres qui ne gêne pas l'AfD tant que ça leur rapporte quelques voix. Et en cela encore, c'est très proche de ce qu'on peut notamment observer en Europe de l'Est, en Pologne et en Hongrie, où on a aussi ce mélange de genres. On sait très bien que cette extrême droite allemande, elle se cherche toujours un Führer. Cette question du Führer-Prinzip divise en fait au bout du compte généralement tous les mouvements d'extrême droite qui ont essayé d'arriver en Allemagne. Il y a une guerre des chefs qui fait que le parti finalement explose ou implose. Est-ce qu'il y a ce risque aussi pour l'AfD après les élections ? On sait très bien qu'il y a des fortes dissensions entre notamment l'AfD à l'Est qui assume la radicalisation de son discours et qui dit d'ailleurs regardez ça marche, c'est là qu'on a le plus d'électeurs, donc c'est nous qui sommes la vraie AfD, et puis l'AfD de l'Ouest qui est toujours sur cette ligne plus fréquentable, le fameux canal historique des professeurs d'économie qui réfléchissent beaucoup à la question des traités européens. Il existe aujourd'hui la possibilité d'une scission. On l'avait prédit dans le passé beaucoup de fois. Devant l'option de perdre
les privilèges, l'accès au pouvoir, les moyens de se financer, le parti a toujours réussi à se trouver un compromis, même de façade, mais ne pas passer de cap pour cette scission. L'explication entre ces différentes factions au sein de l'AfD reste à venir. Ils ont nommé 2 figures à la tête de la campagne électorale, puisqu'ils n'arrivent pas à imposer l'image d'un seul Führer, d'un seul leader. L'AfD, il n'est pas actuellement dans les sondages dans une phase ascendante. Merci Stéphane Seidendorf pour toutes ces analyses et ces remarques autour de l'extrême droite en Allemagne et notamment le parti AfD qui ne devrait pas continuer à progresser en Allemagne, mais tout de même avec la baisse brutale de la CDU, il pourrait dans certaines circonscriptions devenir la première force et rafler quelques mandats directs. Merci Hélène. Dans le prochain épisode, on va plonger un peu dans le contenu des programmes avec une analyse à chaud du débat télévisé de ce dimanche soir, le fameux triel qui opposera à nouveau Annalena Baerbock des Verts, Olaf Scholz du SPD et Armin Laschet, le candidat du camp CDU-CSU. D'ici là, n'oubliez pas, 60 millions d'Allemands sont appelés aux urnes dans 2 semaines. On parle, mais c'est un processus démocratique et à la fin, c'est l'Allemagne qui vote. À bientôt, bis bald.